Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce soir, le séjour en Guinée équatoriale du président Faure Gnassingbé. Le chef de l'État a pris part hier à la célébration du 36e anniversaire de la fête de la liberté dans ce pays. Les images en début de journal tout à l'heure. Le commerce et le transport sur le corridor Abidjan-Lagos. Le 4e rapport de la mise en œuvre de ce projet est examiné à Lomé depuis ce matin. Nous suivrons tout à l'heure le compte-rendu dans cette édition. Enfin, voyage ce soir à Katanga, village de pêcheurs sur le littoral. Village menacé et par l'érosion côtière et par le grand banditisme. Alors, quelles sont les attentes sur place à l'annonce de la grande conférence sur la sécurité maritime? Nous irons à Katanga ce soir. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le journal. Et sachez d'abord qu'en raison d'un problème technique survenu ce mardi 4 août 2015 au niveau de l'émetteur d'Alejo Kadara, eh bien, les émissions de la télévision togolaise sont momentanément suspendues sur la région de la Caraïbe de 16 environ. L'équipe technique est à l'œuvre pour le rétablissement rapide de la situation. Toutefois, les téléspectateurs de la dite région peuvent continuer à suivre la TVT en diffusion par satellite. La télévision togolaise présente ses excuses aux téléspectateurs et les remercie pour leur compréhension. Bonsoir à tous. Tapis rouge donc pour le président Faure Gnassingbé et ses pairs invités à la fête de la liberté à Ouyala. C'est en Guinée équatoriale. Le pays d'Oban Nguema Mbazougou a célébré en effet avec faste le 36e anniversaire de sa fête nationale. Défilé militaire et civil a notamment marqué cette commémoration. Le récit de Arnaud Kilifou. Il y a 36 ans, le président équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema Mbasogo prenait en main la destinée de la Guinée équatoriale, un pays de l'Afrique centrale. Depuis 1979, le peuple équato-guinéen célèbre cette date repère du 3 août comme pour ranimer le flambeau de l'élan pour le renouveau économique et social qu'a imprimé le président Obiang-Nguema Mbasogo. Le chef de l'État, Faure Esozimna Gnassingbé, était à ce rendez-vous du peuple équato-guinéen avec son histoire. Le président Teodoro Obiang-Nguema Mbasogo et ses pairs ont suivi pendant 4 heures d'horloge le défilé civil et militaire. Les forces armées terrestres, navales et aériennes, la gendarmerie, la police et les écoles militaires, ainsi que les forces vives du pays, ont paradé le long de la place centrale de la ville. Es un tipo de tropas de una presencia femenina a bordo los diferentes servicios. Après le défilé, le chef de l'État et ses pairs ont été conviés à un déjeuner marquant la fin officielle des festivités. Autre image du séjour équato-guinéen du chef de l'État. Cet entretien, vous allez le voir avec son homologue congolais Denis et Sassou Nguesso. Regardez les images.
Il y aura ensuite le tête-à-tête avec le président guinéen, le professeur Alpha Condé, des entretiens privés entre donc ses homologues congolais et guinéens. Vous allez voir, pas de déclaration. Bien, toutes nos excuses. On revient sur les images de l'entretien entre le président Faure Gnassingbé et son homologue guinéen, le professeur Alpha Condé. Si on peut avoir les images, voilà, on dirait le tête-à-tête entre les deux hommes. Il est 20h06. L'actualité, c'est aussi cette rencontre à Lomé sur le commerce et le transport. Nous l'annoncions en titre. L'axe ici, eh bien, c'est le corridor Abidjan-Lagos. En toile de fond, l'examen du rapport 2014 et sur la mise en œuvre du projet de facilitation des opérations. Les précisions de Carmen Madjé Chakapou. Le corridor Abidjan-Lagos constitue un axe routier de référence qu'il importe de promouvoir pour l'efficacité des échanges commerciaux et l'intégration sous-régionale. En ce sens, 5 pays de la CEDEAO et de l'UEMOA s'étaient donc engagés et en 2010, le projet de facilitation du commerce et du transport sur ce corridor a été élaboré. 4 ans après, les rapports démontrent que des efforts sont faits. Au niveau du Togo, des travaux ont été réalisés pour réhabiliter la partie de ce corridor qui traverse le pays. La modernisation des tronçons à Plao Rond-Point-Port et à Néronsan-Vicondji, par exemple, en est une illustration. Les acteurs impliqués dans ce projet examinent justement le rapport pour contribuer effectivement à la réussite du projet. Le projet Corridor Abidjan-Lagos ne se limite pas à ces réalisations, puisqu'il a fallu également faire du renforcement de capacité. Aujourd'hui, environ 400 personnes ont été formées et ces formations permettent aujourd'hui, je crois, je parle en leur nom, ont permis aujourd'hui aux douanes de pouvoir être plus performantes en matière de sélectivité, en matière de gestion des risques. La libre circulation des personnes et des biens constitue un défi à relever afin de faciliter le transit inter-État et le commerce dans la sous-région. La compétitivité du corridor à Abidjan-Lagos devra alors contribuer à booster la croissance économique. Lorsque vous prenez vous considérez le fait que ce corridor est le point d'entrée des véhicules arrivant de Côte d'Ivoire, du Ghana, du Nigeria et d'autres ailleurs, vous sentez que c'est un flux commercial très important et économiquement, c'est vraiment souhaitable. Je crois que c'est cette justesse qui les amène à réhabiliter le second corridor que vous connaissez, Lomé-Ouagadougou, du moins Lomé-5AC, dont les travaux certainement ne vont pas tarder. Des propositions ont été faites à l'issue de cette rencontre. Elles permettront d'améliorer les résultats réalisés et de mieux préparer la dernière évaluation prévue pour 2016 par la Banque mondiale, partenaire technique et financier du projet. Les changements climatiques, autre sujet évoqué ce soir, ils ne sont pas, vous le savez, sans risque de catastrophe. Les faits sont là, palpables et têtus. Les inondations seules suffisent comme exemple. Quelle gestion prévisionnelle faire donc du phénomène? Eh bien, la question revient sur le tapis depuis ce matin à Lomé, après les 2 premières réunions de Dakar sur le phénomène au niveau de la CEDEAO. De Douaré, Adolphe Paca. La survenance des phénomènes climatiques extrêmes, inondations, sécheresses ou fortes températures, voilà des catastrophes naturelles auxquelles fait face l'humanité ces dernières années. Les conséquences sont le plus souvent lourdes à supporter par les États. C'est ainsi que les pays de la sous-région ouest africaine ont décidé en octobre 2013 à Niamey au Niger d'anticiper désormais sur les risques. Les 2 premières réunions tenues à Dakar ont permis au pays d'évaluer d'abord les pertes historiques enregistrées. Pour ce 3e rendez-vous de Lomé, il est question de l'évaluation probabilistique des risques. Il sera question pour chaque pays de pouvoir dresser un profil en termes de risques. Et si ce profil est bien développé, cela permettra au pays de pouvoir faire des projections fiables. Ces projections permettront donc d'asseoir une meilleure planification au niveau national, également avoir une vue croisée avec les autres départements sectoriels, de telle sorte
qu'il y ait une approche véritablement intégrée. C'est une planification qui permettra aux États de mobiliser des investissements nécessaires en vue d'apporter une réponse appropriée à la réduction des risques en matière de gestion de ces catastrophes. Aucune contrée ne peut d'ailleurs se dire en être épargnée, d'où la nécessité de plutôt prévenir. La base de données développée constituera pour nos États un outil plus performant pour la planification des investissements publics et intervention dans le domaine de l'adaptation au changement climatique et la réduction des risques de catastrophes. Il s'agit de la nouvelle méthode scientifique capable de calculer à travers la base de données la nature et l'ampleur des risques futurs avec beaucoup plus de précision, en particulier ceux liés aux aléas hydrométéorologiques et climatiques. Le cas de la Côte d'Ivoire en 2014 et tout récemment de la Guinée-Conakry et du Burkina Faso. Au Togo, l'évaluation post-catastrophe de 2010, par exemple, a enregistré près de 850 000 sinistrés avec 8 000 hectares de champs dévastés et des pertes en vies humaines. Cela avait coûté au pays environ 37 milliards de francs CFA. Il y a donc urgence pour les États d'arriver rapidement à ce profil de risque qui sera pour les décideurs un véritable outil de plaidoyer et d'aide dans la planification. Les changements climatiques, gros sujet d'enjeu mondial. Voici justement à propos la stratégie américaine pour lutter contre le phénomène. Elle a été dévoilée par le président Barack Obama. Voici la cible de Barack Obama, les centrales électriques, surtout celles qui fonctionnent au charbon. Il y en a près de 300 aux États-Unis. Elles fournissent plus d'un tiers de l'électricité, mais elles sont surtout la principale cause du changement climatique. Barack Obama a décidé de mettre un terme à cette situation. Depuis la Maison-Blanche, il a dévoilé un plan très ambitieux. Nous sommes la première génération à ressentir les effets du changement climatique. Et peut-être la dernière à pouvoir encore faire quelque chose. Nous n'avons qu'une seule maison, nous n'avons qu'une seule planète. Il n'y a pas de plan B. Première mesure phare, le gouvernement américain veut réduire les émissions de carbone de ses centrales au charbon. Le plan prévoit une baisse de 32% d'ici 2030. Pour réduire l'impact de ces centrales, Barack Obama veut faire baisser la part du charbon dans la production électrique de 39% aujourd'hui à 27% en 2030. A l'inverse, les énergies renouvelables, comme les éoliennes ou les panneaux solaires, devraient connaître un très important développement. Le plan est formidable sur le papier, mais il sera difficile à appliquer. Tous les républicains sont contre. Je ne vais pas rester les bras croisés alors que la Maison-Blanche s'attaque au cœur même de notre économie. Sur les réseaux sociaux, la Maison-Blanche a lancé un clip destiné à convaincre le plus grand nombre. On y voit les images de catastrophes provoquées par le changement climatique. Et le message est clair. Il est temps pour... Autre catastrophe provoquée justement par les changements climatiques. La Birmanie, submergée par les inondations, le pays fait face depuis plusieurs jours déjà des crues sans précédent provoquées par des pluies diluviennes. On compte déjà 46 morts et 2000 personnes évacuées. Les images sont impressionnantes à regarder. Ils sont réfugiés sur une étroite bande de terre, encerclés par les eaux, coupés du reste du pays. Ces villageois birmans attendent les secours et se précipitent sur les quelques vivres que les autorités leur distribuent par hélicoptère en attendant la baisse du niveau des eaux. Au moins 200 000 sinistrés ont aujourd'hui besoin d'aide dans le centre et l'ouest du pays. L'eau a emporté toutes nos réserves de riz. Et maintenant, on est obligé de se réfugier dans les temples. La Birmanie est habituée aux pluies diluviennes de la mousson. Mais ces 4 derniers jours, elles ont été plus violentes que d'habitude. Et le pays n'a pas assez de moyens pour venir en aide aux sinistrés. Des villages entiers sont engloutis. Des pagodes, on ne voit plus que les flèches dorées. Les habitants sont contraints de se débrouiller à la nage ou en pirogue. Ils organisent eux-mêmes les secours des plus faibles avec des moyens dérisoires. Ce reporter de la télévision locale se filme en situation. Il a de l'eau jusqu'à la poitrine. Il y aurait des dizaines de morts
La Birmanie demande aujourd'hui une aide internationale d'urgence. La mousson affecte une grande partie de l'Asie. Ici en Inde, au moins 120 personnes sont mortes ces derniers jours et le pays doit prendre en charge plus d'1 million de sinistrés. Retour chez nous a signalé la fin de la tournée de sensibilisation du préfet maritime. Une campagne sur l'importance de la mer dans le développement économique. Campagne le long du littoral. Le compte rendu de Komu Boyondé. En charge de la coordination des actions de l'État en mer, le préfet maritime, pour cette dernière étape de sa tournée, était face aux populations riveraines de la préfecture des lacs. Il a été question d'échanger avec elles sur des sujets relatifs à la mer, notamment les sensibiliser sur son importance dans le développement économique, mais aussi sur des questions relatives à l'avancée de la mer due à l'extraction du gravier et du sable marin. La mer représente un domaine qui revêt une importance capitale de nos jours. Et nous sommes un pays qui est sur la mer. Il va falloir que vraiment on fasse tout pour que la mer nous génère cette richesse qu'elle génère pour tout le monde. Nous avons sensibilisé par rapport aux activités qui se passent. L'État a sorti un arrêté interministériel pour interdire le ramassage de sable. Ce n'est pas une punition à l'endroit de la population. On n'a pas dit de ne pas ramasser le sable ailleurs. Le sable peut être ramassé ailleurs pour construire et tout, mais en mer, non. Étaient également au menu des échanges les problèmes que pose la piraterie maritime et le trafic illicite du carburant et de la drogue. Le préfet maritime a par conséquent exhorté les populations à dénoncer de tels actes qui nuisent à la stabilité et à l'économie nationale. Et nous l'annoncions en titre. Cap maintenant sur Katanga, c'est un village de pêcheurs à quelques encablures de Lomé, village menacé et par l'érosion côtière et par le grand banditisme qui gêne l'activité principale, la pêche. Alors comment résonne là-bas l'annonce du sommet de Lomé sur la sécurité maritime? Enquête sur place, Augustin Kossi, Prudence Zissou. Katanga, un village aussi vieux que le temps avec ses abris de fortune. Il est logé dans la zone portuaire en bordure de la mer. Les habitants y sont venus du Ghana et du Togo. Leur principale activité, la pêche. Un métier auquel les hommes s'adonnent avec soin et dévouement. Mais avant, il faut se préparer, réparer ses filets avant de partir en mer. Kojo et son équipe le savent bien. Après un an d'activité, nous faisons une révision de nos filets, ce qui nous permet d'être prêts pour la saison nouvelle. La pêche est notre principal métier depuis l'enfance, surtout nous qui n'avions pas eu la chance de fréquenter, mais sans nous nourrir quand même. Katanga, c'est aussi une zone à risque où l'érosion et le banditisme sont souvent les principales menaces. La sécurité y est assurée par la gendarmerie. Et le sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime qu'abrite le Togo en novembre prochain se révèle d'ores et déjà salutaire. Avec le sommet maritime, ça va nous permettre d'avoir la sécurité plus solide et repousser un peu les petits bandits. Ça peut avantager les pêcheurs de faire leur activité librement sur la mer et éviter aussi les petits bandits qui gênent les pêcheurs. Le sommet de la sécurité maritime au Togo, ça nous servit, ça nous garantit notre sécurité. Si nous avons allé à la pêche, pour la sécurité, nous sommes en paix, libres pour faire notre boulot et sans problème, sans difficulté. À la pêche, chaque équipage est baptisé. Liverpool de Messan est de retour après plus de 15 heures passées en haute mer. 4 heures du matin. Nous étions à la recherche des poissons depuis 4 heures du matin. C'est à Agbodrafort que nous avons pu trouver plusieurs variétés de poissons. C'est notre job. Le butin est partagé ou vendu et les produits halieutiques sont transformés sur place par l'Union des groupements de femmes transformatrices de poissons de Katanga, village des pêcheurs.
Et elles ne pêchent pas, elles ne vont pas au large. Leurs activités, eh bien, c'est de transformer les produits halieutiques, les rendre prêts à la consommation. Elles sont plus de 400 femmes de Katanga à tenir l'économie sur place. Gros plan ce soir sur ces femmes transformatrices de poissons de Katanga. Rachel Aokou. Chaque matin, vers 6 heures, ces femmes accourent vers le port de pêche pour acheter du poisson. En fonction de la quantité de poissons trouvés en mer, les prix varient. Il arrive des fois qu'elles repartent bredouilles. Ces poissons que vous voyez m'ont coûté 4 000 francs et c'est cher. Aujourd'hui, nous avons eu de la chance parce que des fois, on ne trouve rien. En dehors du quai de pêche et du marché, Katanga est le principal lieu de travail. Mis à part la vente du poisson frais, sa transformation est devenue une activité pratiquée de plus en plus. En général, le poisson est écaillé, bref, pari puis étalé à plat. Sur le site, il y a 3 types de produits. Le poisson frit, le poisson séché et le poisson fumé. Nous fumons les petits poissons et les gros aussi. Lorsque nous amenons les poissons, nous les lavons, les séchons avant de les fumer. C'est une activité très rentable, mais par saison. Nous les vendons sur place et au marché. Nous allons même à Vaughan et Elavagnon pour les vendre. Plus de 400 femmes gagnent leur vie à Katanga. Elles viennent parfois des villages environnants pour monnayer quotidiennement leurs aptitudes à ce type de travail. Elles arrivent même à passer leur nuit à transformer les poissons. La fumée nous dérange et nous cause des maux d'yeux. Par rapport à l'insécurité dans la zone, les brigands nous dérangeaient beaucoup à tel point qu'on a demandé de l'aide. L'État nous a donné des gendarmes qui maintenant assurent la sécurité dans la zone. Il n'y a plus trop de bandits et grâce aux gendarmes, les violences auxquelles les femmes sont exposées ont diminué considérablement. Nous avons appris qu'il y aura une conférence sur la sécurité maritime au Togo et nous demandons à l'État de penser à nos côtes parce que l'avancée de la mer nous dérange beaucoup. Presque toutes les femmes transformatrices assurent elles-mêmes la commercialisation des produits. Et pour assurer l'harmonie et le bon déroulement des activités dans la zone, elles se sont constituées en syndicat des groupements de femmes transformatrices de poissons. Elles ont bénéficié tout récemment du matériel de fumage de poissons de la part du gouvernement à travers le projet PASA. Et dans ce village Katanga, on va s'intéresser précisément ce soir à un pêcheur, Togbu Kodjo Legbeze. Il nous raconte sa vie de pêcheur, son quotidien et son appréhension surtout du grand rendez-vous de Lomé. Reportage au milieu des pêcheurs, SR Laclé. Ces journées commencent généralement à 2 heures du matin. Des heures durant, il parcourt l'océan à la recherche de ses fruits. Première étape, arranger le filet et la pirogue, prévoir de quoi manger et c'est parti pour la conquête de l'inconnu. On a quitté à 2 heures du matin. On vient de rentrer à 16 heures. Voici les poissons qu'on a pêchés. En mer, il se sent comme chez lui et c'est la 2e étape. Depuis 40 ans, les mêmes faits et gestes. Une tournée en mer nécessite une dépense de 60 à 80 000. Ce n'est pas toujours facile. Des fois, nous revenons bredouilles. Avant, ça marchait bien. Une journée en mer peut nous rapporter 1 million. Mais aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Au temps de nos parents, c'était encore mieux. Si au port de pêche de Lomé, c'est la dernière étape de la journée d'un pêcheur. Ici, il est question de vendre les poissons aux bonnes femmes qui attendent sans doute depuis la matinée. Bien gérée, cette activité est rémunératrice. Elle a permis à Kodo d'assurer l'avenir de ses 4 enfants. Akofa est sa dernière fille. Elle aide parfois sa mère à sécher les poissons, mais ses rêves sont tout autres. Moi, je veux devenir infirmière pour aider les gens parce que dans notre village, là, les gens souffrent des maladies
très grave. Parfois, les voyages quotidiens de Kodjo peuvent aller au-delà d'une semaine, ce qui n'inquiète aucunement sa femme. On est obligé de supporter. C'est son travail. On n'y peut rien. Seul bémol, la sécurité en mer. Kodjo rêve de son renforcement. La pollution maritime ne nous arrange pas. Nous attendons de plein pied la rencontre sur la sécurité maritime. Avant, on pêchait partout. Mais depuis un temps, on n'a plus le droit de trop approcher les bateaux. C'est pour notre sécurité. Cette activité n'est pas chose facile. Une pirogue coûte entre 1 et 5 millions de francs CFA. Elle peut être utilisée pendant 15 ans et peut remorquer 8 à 30 pêcheurs. Le coût du filet peut aller jusqu'à 9 millions de francs CFA et la machine à hélice est estimée à 2 500 000 francs CFA. Fort heureusement, en 3 mois, Kodjo a récupéré l'argent investi, ce qui lui permet d'être à l'aise et de s'occuper des siens en tant que chef de famille. Âgé de 60 ans, il a une double casquette. Il est à la fois pêcheur et chef du village de Katanga. Et dans le reste de l'actualité, écho du 31 juillet, la journée de la femme africaine, WILDAF Togo continue de marquer cette journée africaine. L'ONG était en campagne sur les droits de la femme, notamment à Onyomé, dans le canton d'Aplaou. Les précisions d'Ede Koussao, Charlotte Moussime. Ce sketch qui dénonce l'abus sexuel d'un père de famille sur sa fille donne le ton à cette sensibilisation. Une rencontre de WILDAF à Togo avec les populations de Onyomé dans le canton d'Aflaou-Sagbado. Elle est axée sur le thème retenu pour la célébration de la journée de la femme de cette année. Violence faite aux femmes et aux filles, handicap à l'autonomisation des femmes pour un développement inclusif. Si la femme n'a pas la paix du cœur, si la femme est tourmentée dans son esprit, elle ne peut pas contribuer au développement du pays. On parle d'autonomisation de la femme, mais les femmes ont des problèmes dans leur maison, dans leur communauté, dans la famille. Et ces problèmes constituent un handicap pour qu'elles puissent évoluer normalement. Nous recevons les femmes qui ont des problèmes de violence, nous les accompagnons pour qu'elles puissent faire valoir leurs droits, pour qu'elles soient réparées. Nous les accompagnons pour qu'elles puissent jouir de leurs droits à leur intégrité physique et morale. Le ministère de la Promotion de la Femme se félicite de cette initiative bien appréciée par le public. Les ménages ont été exhortés à bien encadrer les jeunes filles afin qu'elles soient à l'abri des violences sexuelles. Pour l'occasion, les textes et lois en vigueur, les procédures judiciaires et les voies légales de recours pour dénoncer ces abus ont été portés à la connaissance de l'auditoire. WILDAF Femmes, Droits et Développement est un réseau panafricain qui défend au quotidien les femmes. Il est présent dans 27 pays. Une image de sport avant de refermer cette édition, un visage, un sourire, celui du nageur français Camille Lacour. Il décroche l'argent sur 100 mètres en natation et confirme ainsi son retour au plus haut niveau. Regardez ces images. Mais a su faire face à l'adversité. En terminant son 100 mètres d'eau, Camille Lacour est partagé. Il avait l'or à portée de main, il est finalement en argent pour 8 centièmes seulement. Presque inespéré cependant, après un an sans nager. Je suis vraiment ravi, j'arrive de très très loin. Bon, voilà, je suis 90% super heureux et 10% à me dire que je suis un charlot parce qu'il y a vraiment la place d'aller chercher l'or. Je fais un mauvais virage, je me retourne un tout petit peu trop tôt. Lorsqu'il arrive à la piscine aujourd'hui, Camille Lacour est bien emmitouflé. Le nageur de Marseille craint le coup de froid. Après le coup au moral de l'an dernier, victime d'une tumeur bénigne à la hanche, il passe une saison blanche. Le voici de retour dans le bassin, enfin. Short rose, bonnet blanc au centre de l'écran. Le champion du monde 2011, à l'époque ex-aequo avec Jérémy Stravius, passe tout près d'un nouveau titre. La faute à ce fameux virage manqué et à ses 8 petits centièmes de retard à l'arrivée. Deuxième derrière l'Australien Mitchell Larkin. Mais sur le podium, Camille Lacour a de nouveau ce sourire qui l'a rendu célèbre. Déjà prêt à replonger ce week-end,
sur le 50 mètres d'eau. Cet avis d'appel de candidature pour le recrutement d'un auditeur senior, c'est la compagnie commune de réassurance des États membres de la CIMA, SICARE, qui lance donc cet avis d'appel qui porte à la connaissance des candidats originaires des pays membres qu'elle recrute un auditeur senior au siège de Lomé, placé sous l'autorité du directeur de l'audit interne. Il aura pour attribution d'assister le directeur de l'audit interne dans l'amélioration et le suivi du dispositif de contrôle interne de la compagnie. Vous pourriez consulter les principales responsabilités et les autres précisions dans le quotidien national Togo Presse. Fin donc de cette édition, on va se quitter sur le tapis rouge dévoilé au président Faure Gnassingbé à Oyala en Guinée équatoriale. Tapis rouge pour le chef de l'État et ses pairs invités au 36e anniversaire de la fête de la liberté. Célébration avec faste marquée notamment par un défilé, un grand apparat militaire et civil. Votre soirée sur la télévision togolaise. La météo d'abord et tout de suite, Cléo Sabine Poko après moi, 20h50, le journal de l'économie. Mathias Touglo, 21h15, le magazine Santé d'abord. Carole Peto à Fangbedji, 22h30, nos dernières infos. Isidore Koubatine, merci à vous qui nous suivez ce soir à Katanga, dans le Golfe, au Togo, sur la télévision togolaise. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, belle soirée.